Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique est désormais dirigée par Valentine Rugwabiza, la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU dans le pays, succédant Mankeur Ndiaye qui a passé 3 années délicates à la tête de la mission onusienne. L'envolée des prix alimentaires et ceux des carburants en République démocratique du Congo, certains produits connaissent même une augmentation pouvant parfois atteindre les 70%, provoquant l'incompréhension et le désarroi des consommateurs. Puis le portrait à suivre dans ce journal d'Ali Keïta, l'un des grands balafónistes du continent africain. Son répertoire reste un mélange entre rythmes traditionnels africains et sonorités puisant dans le jazz et la pop moderne. Mais tout d'abord, ces livraisons russes en direction du Mali, nouvelle illustration du rapprochement entre les deux pays. Il s'agit d'une livraison d'équipements incluant 2 hélicoptères de combat et des radars de surveillance. C'est le 2e lot d'équipements militaires en provenance de Moscou. Oumar Diarra, le général de division et chef d'état-major, salue un partenariat très fructueux avec l'État russe. Fin de citation. Le Mali, en pleine crise sécuritaire, a choisi de se tourner vers le Kremlin, vous le savez. La junte au pouvoir s'est ainsi détournée de la France, engagée militairement dans le pays depuis 2013. En Algérie, l'armée évoque la neutralisation d'un terroriste sans plus de précision sur l'identité de l'individu qui aurait été abattu par un détachement de l'armée nationale lors d'une opération de ratissage menée dimanche 17 avril à Ain Defla, à 160 km à l'ouest d'Alger, la capitale, d'après les déclarations du ministère de la Défense. Valentine Rugwabiza est la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique. Elle prend officiellement les commandes de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. La rwandaise succède au Sénégalais Mankeur Ndiaye. Et cette arrivée se fait dans un contexte marqué par une recrudescence des attaques rebelles dans le pays, mais aussi de tensions entre l'ONU et les autorités centrafricaines. Écoutez l'analyste politique Rodrigue Joseph Prudence Maïté. Dans la vérité, que c'est dans un contexte politico-sécuritaire très tendu que Mme Rugwabiza a remplacé Mankeur Ndiaye à la tête de la MINUSCA en République centrafricaine. Il est vrai que le courant ne passe plus entre la MINUSCA et le gouvernement centrafricain depuis un certain temps. D'ailleurs, la MINUSCA a été maintes fois fustigée par le gouvernement centrafricain et mise à rude épreuve par les petits casseurs d'assiettes, les batteurs d'estrade du pouvoir de Bangui. Avec Mme Rugwabiza à la tête de la MINUSCA, les données pourront changer. Primo, le Rwanda est une puissance politique, militaire et diplomatique, et ça tout le monde l'admet. Secondo, le Rwanda est engagé sur 2 fronts en République centrafricaine. D'abord, aux côtés de la MINUSCA, et puis secondo, le Rwanda a un accord de défense avec la République centrafricaine. Tertio, le président centrafricain, parce que toutes les autorités centrafricaines sont protégées par les militaires rwandais. Donc, à ce titre, comme on sait que le Rwanda est une puissance militaire, une puissance politique, et que le Rwanda constitue un poids diplomatique, non seulement en Afrique, dans la sous-région, dans les organisations régionales, sous-régionales, sur la scène internationale, à ce titre, le Rwanda pourra aider la République centrafricaine à sortir de l'ornière. N'oublions surtout pas que la francophonie est chapeautée par une Rwandaise, la MINUSCA aujourd'hui par une Rwandaise, et le poids diplomatique du Rwanda pourra peser aux côtés de tous les acteurs internationaux impliqués dans la gestion de la crise centrafricaine. Afin d'augmenter ses capacités de stockage des hydrocarbures, le Maroc annonce un investissement à venir de 5 milliards de dirhams, soit plus de 500 millions de dollars. Un financement crucial pour le Maroc, exposé aux fluctuations du prix du baril de pétrole, au coût exorbitant sur le marché international. Samantha Saberou Saboubanga.
470 millions d'euros, environ 5 milliards de dirhams. C'est l'enveloppe que prévoit investir le Maroc pour monter ses capacités de stockage des hydrocarbures. C'est ce qu'a annoncé le 15 avril 2022 le ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Ben Ali, lors d'une conférence de presse. Cette solution transitoire à très court terme n'est pas quand même une solution. C'est peut-être dans la précipitation et la peur d'une inflation mondiale généralisée. Mais je crois que le Maroc, qui dispose d'un potentiel énergétique gaz et pétrole extraordinaire, peut effectivement booster ses investissements pour se mettre à l'abri définitivement et être dans une sécurité ou bien une autosuffisance énergétique. 3 milliards de dirhams iront pour les capacités de stockage du gaz liquéfié et du gaz butane, alors que ceux de 2 milliards de dirhams porteront sur des projets de renforcement du niveau de stockage du gasoil et de l'essence. D'ici la fin 2023, la capacité supplémentaire de stockage sera relevée à 890 000 mètres cubes afin d'augmenter les réserves à 60 jours, a expliqué la ministre. Dans le court terme, on peut entrevoir effectivement une solution de stockage, augmenter les stocks de consommation sur plusieurs mois, voire sur une année, ce qui est extrêmement cher parce que le volume sera effectivement dépendant très souvent du prix du marché, mais ce n'est pas en fait une solution définitive. Afin de mener à bien cette initiative, la ministre a appelé les secteurs publics et privés à agir pour investir dans ce domaine afin notamment d'échapper à des pics où le baril de pétrole se négocie à des prix excessifs sur le marché international. Les Congolais sont confrontés à une flambée des prix des produits alimentaires de base, riz, farine, sucre. Rien ne va plus sur les marchés de la République démocratique du Congo. Et les consommateurs au budget modeste ne parviennent pas à faire face à cette hausse des prix qui ne concerne pas uniquement les produits alimentaires, car les carburants sont aussi touchés. Les détails de Philomène Tine. Bien qu'étant produits sur le territoire national, les prix du maïs et du manioc augmentent exponentiellement en République démocratique du Congo, RDC. L'inflation concerne aussi le riz, le sucre, l'huile végétale, le poulet, le pain, le lait et encore plus les prix des carburants. Leur niveau d'augmentation devrait atteindre près de 70%. Une situation qui ne manque pas de se répercuter sur les coûts du transport. Il est vrai qu'il y a une flambée généralisée des prix, aussi bien dans les produits importés que dans les produits locaux. Et la raison pour les produits importés, tout le monde le sait, c'est la contraction sur le marché international liée d'abord à la pandémie de Covid-19, mais également à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pourquoi cela touche les produits locaux? Mais bien sûr que c'est normal. Les gens qui produisent des produits locaux et qui les vendent achètent finalement des produits importés parce que malheureusement, c'est une économie fortement extravertie. Dans le but de contrer l'impact de la hausse des prix des carburants sur le pouvoir d'achat de la population en RDC, l'État s'est engagé à rembourser aux sociétés pétrolières leurs pertes estimées à 400 millions de dollars rien qu'en 2022. Dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, l'un des facteurs majeurs, c'est la spéculation. Tout le monde y va de sa manière, de sa compréhension du marché. Et les règles de l'offre et de la demande jouent malheureusement très peu dans ce genre de situation. Ceci montre simplement que le pays n'était pas suffisamment préparé à ce genre de choc, ni la première fois, ni la deuxième, et j'espère en passant qu'il tire des leçons, non seulement la République démocratique du Congo, mais également les autres pays d'Afrique, parce que c'est un cas plus ou moins généralisé. La spéculation sur les prix intérieurs en République démocratique du Congo s'explique aussi par des problèmes structurels qui sont des goulots d'étranglement de l'économie. Dans le passé, l'effondrement de l'économie avait privé à l'État ses moyens de fonctionnement. Aucune fuite détectée, c'est ce qu'indiquent les autorités tunisiennes après les opérations menées par des plongeurs qui ont inspecté la coque du pétrolier, le navire Xelo, qui a coulé le 16 avril avec sa cargaison de 750 tonnes de gazole près de Gabès, au large des côtes sud-est de la Tunisie. Sur place, on craint désormais la survenue d'une marée noire. Des barrages flottants anti-pollution auraient été installés autour de l'épave, mais la priorité reste le pompage du gazole. Kamesh Katapoulé. L'inquiétude est grande pour ces pêcheurs tunisiens. Après le naufrage du pétrolier Xelo survenu ce 16 avril dans le golfe de Gabès, ces travailleurs se disent préoccupés par les conséquences environnementales de cet incident.
La crainte d'une marée noire tourmente ces marins, dans la mesure où le navire transportait à son bord 750 tonnes de gazole. Nous exigeons que des spécialistes soient déployés sur place pour décharger tous les matériaux qui se trouvent à l'intérieur du pétrolier. Si une fuite se produit, nous n'aurons plus rien, car il nous reste déjà qu'une petite partie du golfe pour vivre. Situé au large de la côte est de la Tunisie, le golfe de Gabès est une zone clé pour la pêche maritime. Le Fonds mondial pour la nature estime que ce site abrite environ 34 000 pêcheurs qui souffrent d'agressions chimiques polluantes depuis des décennies. En cause notamment la présence du groupe chimique tunisien qui s'attelle à la transformation du phosphate. Selon une étude de la Commission européenne publiée en mars 2018, plus de 95% de la pollution atmosphérique dans la région de Gabès provient des usines du GCT. C'est une catastrophe environnementale et il y aura des conséquences néfastes pour notre golfe si une fuite est confirmée. Une équipe de plongeurs a été dépêchée ce 17 avril pour inspecter la coque du pétrolier. Pour le moment, aucune fuite n'a été identifiée. Quand l'originalité puise ses racines dans l'ancestral, l'artiste ivoirien que l'on ne présente plus, Ali Keïta, en a fait l'essence même de son œuvre, et ce à travers un instrument qui lui est cher, le balafon, un instrument de musique dont les origines remontent au XIIe siècle et dont les notes exceptionnelles ont su traverser le temps. Le portrait d'Ali Keïta par Séverin Douque. Sur la scène du festival du balafon au Cameroun, Ali Keïta, accompagné d'autres balaphonistes, donne du rythme et des sensations mélodieuses au grand plaisir des mélomanes venus découvrir le jeu de cet artiste malien sur le balafon, un instrument peu connu de l'univers du spectacle moderne. Ali est connu comme étant l'un des meilleurs percussionnistes balaphonistes du monde. De père malien et de mère burkinabé, le natif d'Abidjan en Côte d'Ivoire s'est découvert la passion de cet instrument dont la transmission se fait de père en fils depuis des générations dans sa famille. L'instrument, je l'ai appris à la maison. Mes parents ont joué le balafon, mon arrière-grand-père, tout, donc c'est un truc familial. Je connais une note, chaque note par cœur. Et ça, c'est le plus bonheur que je peux partager quand je joue devant mon public. Je donne tout ce qu'il mérite. Ouvert à de nouvelles sonorités, Ali Keïta est initié au jazz et les scènes du monde se retrouvent à ses pieds à travers le plus grand festival de musique du monde pour découvrir cet instrument de musique traditionnel africain qu'il a customisé pour faire valoir de nouveaux langages musicaux. Pour Ali Keïta, le balafon est un instrument aux perspectives infinies qui s'adaptera toujours à l'ère du temps. Le balafon se joue maintenant avec 4 baguettes. Je l'ai fait aussi, mais c'était dans un autre concept. Et maintenant, avec la nouvelle génération, on joue avec les iPads. Vous savez, à l'époque, on ne va jamais imaginer ça. À l'époque, on a commencé avec les cassettes, avec les vinyles, et là, le balafon avec les numériques et tout ça. Mais on ne sait jamais où ça va arriver. Prochainement, on va voir des balafons avec les wah-wah, avec les pédales, vraiment avec les bling-bling partout. Donc du coup, on n'a jamais fini d'apprendre. Donc du coup, je suis sûr qu'on va aller au-delà de cela. Ali Keïta, 52 ans, vit entre l'Afrique et l'Allemagne et fait valoir les mérites de son art, mais surtout la pluralité du balafon. Cet instrument musical ancestral est l'une des fiertés de la destination Afrique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.